Imaginez un instant un monde où les échanges seraient particulièrement simples, où le marché et les échanges seraient régis par une multitude d'entreprises, toutes de taille similaire plutôt que par des monopoles ou des oligopoles. Dans ce monde, les mêmes choses s'échangeraient à leur juste valeur, sans spéculation, et la production serait toujours et pour tout le monde la plus efficace possible. Personne ne pourrait influencer négativement le marché ou breveter des idées et des technologies, car chaque nouvelle innovation serait immédiatement partagée. L'information circulerait librement afin que toujours le marché soit équitable et le plus optimisé possible. Ce serait un monde d'abondance et de libre-échange où, grâce à la concurrence, seuls les produits les plus aboutis et les plus satisfaisants au regard des consommateurs survivent. Ce que je viens de décrire, c'est le concept de concurrence pure et parfaite issu de la philosophie économique du libéralisme. On pense souvent que celle-ci est exclusivement de droite, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Cette doctrine offre une vision large de la société et la droite comme la gauche se sont emparés du concept pour en développer leurs propres variantes. Je vous propose dans cette vidéo d'en découvrir quelques éminents exemples. Alors avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Commençons par une définition. Le libéralisme, c'est à la fois une philosophie qui fait office de théorie, mais aussi une doctrine économique qui revêt un aspect pratique. Ce courant de pensée est apparu durant le siècle des Lumières et voici le cœur de son concept. D'abord, le libéralisme stipule que l'intérêt général n'est jamais mieux servi que par la somme de tous ses intérêts individuels. C'est le concept de la main invisible d'Adam Smith. Prenons un exemple simple. Un boulanger essayant de faire un meilleur pain espère conquérir ses clients et donc les fidéliser. Il vendra ainsi plus et fera de meilleures affaires. C'est donc un excellent marché pour lui, mais aussi pour les clients qui obtiennent en retour un meilleur pain. Par intérêt personnel, le boulanger se favorise non seulement lui, mais tout son écosystème. Évidemment, pour que l'intérêt commun existe et que le phénomène que nous venons de décrire fonctionne, il faut que les gens soient libres de faire leurs propres choix. Si le boulanger est capable de produire du pain, mais que personne n'en veut, son commerce doit s'arrêter, ou bien il doit s'améliorer pour séduire de potentiels clients. Si les gens sont forcés d'acheter son pain, alors sa qualité n'a plus d'importance, et essayer de les conquérir est vain. Ensuite, pour préserver l'ordre des intérêts individuels dans une société, il ne faut pas laisser d'entités extérieures interférer avec eux. C'est le cas de l'État, d'une entreprise en situation de monopole, ou simplement d'une entité économique plus influente que les autres. Pour ces raisons, le libéralisme cherche à s'en affranchir autant que possible. Encore une fois, si ce boulanger possède toutes les boulangeries de sa ville et qu'il y est donc en situation de monopole, alors il n'a plus besoin de chercher à fidéliser qui que ce soit puisque sa clientèle lui est déjà acquise. Il n'a donc aucune raison de tenter de s'améliorer. Ou encore, si l'État décide qu'une baguette doit obéir à certaines conditions pour être considérée comme telle, alors il prive le boulanger de tout un spectre d'options qui pourraient améliorer le produit, diminuer le prix ou simplement être innovantes. Enfin, si le boulanger n'est pas en situation de monopole mais simplement plus influent que sa concurrence, il peut alors influencer le marché local et imposer une perception unique aux autres boulangers. Il est donc extrêmement important, dans une logique libérale, que la concurrence existe toujours. Elle est supposée être la police du système, plus que la loi. En fait, moins l'État a d'importance, meilleur c'est. C'est d'ailleurs pour cela qu'est apparu le néolibéralisme. Face au constat que les sociétés humaines sont administrées par des États, il faut réussir à concilier son existence avec le maintien de la liberté de marché et des individus. Le libéralisme est donc une pensée à part entière, au même titre que le capitalisme, le communisme ou l'anarchisme par exemple. Mais par habitude, nous avons tendance à confondre capitalisme et libéralisme, alors que le seul point commun que ces deux doctrines partagent, c'est l'importance qu'ils donnent à la liberté de marché. Mais là où le capitalisme voit d'un bon œil la richesse, l'expansion et la création d'oligopoles ou de monopoles, le libéralisme les combat, car ils sont des obstacles à la concurrence et à l'intérêt individuel. Une doctrine libérale favorise donc l'équilibre, pas l'accumulation. De même, le principe de concurrence est l'adversaire naturel de la mise en commun des moyens de production, qui est l'apanage du communisme. Pourtant, dans ces deux doctrines aussi, on peut y voir un point commun. Le rôle de l'État est réduit à la simple administration des choses. Ce n'est plus un pouvoir. Enfin, l'anarchisme se caractérise par l'importance donnée aux libertés individuelles, de la même manière que le libéralisme met en avant l'intérêt personnel de tout un chacun.
Évidemment, l'anarchisme va plus loin jusqu'à contester toute forme d'institution, ce qui n'est pas le cas de la doctrine libérale. Pour résumer, on peut citer David Ricardo, « Le travail est la plus inviolable des propriétés, car c'est d'elle que découlent toutes les autres ». Le libéralisme, c'est donc centrer la société autour du travail et de l'individu, en limitant les interférences de l'État. Ainsi, le libéralisme se positionne entre plusieurs courants que tout oppose, si bien que, dans le clivage gauche-droite, il peine à trouver sa propre place. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, la droite comme la gauche se sont emparés du concept de libéralisme pour en façonner leur propre vision. Ainsi est né le libéral égalitarisme, qui est moins une doctrine économique que philosophique. L'idée est simple, il faut que la société soit juste et égalitaire, que chacun soit capable de mener une vie qu'il considère comme une belle vie sans être discriminé ni empiéter sur la liberté des autres. Comment faire alors? Eh bien pour cela, selon John Rawls, il faut parvenir à trouver des critères objectifs de justice. Il faut cependant que la société accorde une égale importance à toutes les visions particulières de ce qu'est la vie bonne. Partant de ce postulat, et pour être sûr que la justice ou les lois soient impartiales, elles doivent être créées par quelqu'un de totalement désintéressé, qui ne pourra prendre parti. Pour Rawls, cette personne doit ignorer tout de lui-même afin qu'il ne puisse se favoriser. Il légifère donc en ignorant sa position sociale, ses revenus, son intelligence ou son éducation, en laissant place au bon sens. C'est ce que l'on appelle l'expérience sous voile d'ignorance, et que l'on pourrait synthétiser ainsi: l'impartialité exige un certain niveau d'aveuglement. C'est pour cela que la statue de la justice a les yeux bandés, par exemple. Ainsi, pour Rawls, la première loi que choisirait une personne sous voile d'ignorance serait celle d'égale liberté. Chaque personne doit être capable d'exercer sa liberté de conscience et d'expression, sa liberté d'association, son droit à la protection contre les dépossessions et arrestations arbitraires et son droit de vote et d'éligibilité. Ce sont les libertés fondamentales. La deuxième grande loi décidée sous voile d'ignorance serait l'égalité des chances, définie par la règle que, à talents égaux, tous les individus, qu'importe leur vécu, leur richesse ou leur sexe, ont les mêmes chances d'accéder aux diverses positions sociales. Ce n'est pas qu'une interdiction des discriminations, c'est une égalité réelle des chances. Il ne s'agit pas de pénaliser le talent, certains sont plus intelligents ou plus forts que la moyenne, mais les gens également intelligents ou forts doivent avoir les mêmes chances, qu'importe leur particularité physique ou sociale. Le dernier principe est celui de différence, qui stipule que les inégalités sont justifiées uniquement si elles bénéficient aux plus défavorisés. Fonctionnant sous voile d'ignorance, on aura tendance à maximiser la position des plus mal lotis, car nous pourrions en faire partie. Rawls ne souhaite pas niveler par le bas, ni brider les ambitions complexes. Il ne s'agit pas ici de rétribuer également quelqu'un qui a fait de sa vie un métier extraordinairement complexe par rapport à celui qui a fait la sienne d'un métier plus simple, du moment que ce sont là leurs conceptions de la vie bonne. Cependant, il faut que cela reste juste et que les deux restent possibles. Il est donc nécessaire d'établir les règles entourant les inégalités justes. Rawls propose alors d'imaginer l'impact qu'ont ces inégalités sur les plus défavorisés. Si celui-ci est positif, alors elle est juste. C'est donc une doctrine de gauche avec une dimension sociale prédominante, mais elle n'en découle pas moins de la pensée classique du libéralisme économique avec laquelle elle reste compatible. Le libertarisme est aussi une variante du libéralisme qui part d'un principe très simple, extrapolé à l'extrême, la propriété. La première de toutes les propriétés est celle de soi. Le droit du corps est inaliénable et toute personne est souveraine absolue de son corps, dans sa destruction ou son entretien, sans en rendre compte à personne. Ainsi, quand quelqu'un travaille dans une boulangerie par exemple, il donne de sa force de travail, de son corps. Sans rétribution, et si la tâche est imposée, c'est de l'esclavage et cela viole la souveraineté du travailleur. Il faut donc se mettre d'accord sur une rémunération pour que tous les partis soient satisfaits. C'est là qu'intervient un deuxième concept d'importance majeure, le contrat. Pour que chacun trouve son compte, il faut que le contrat soit équilibré, à l'appréciation de ses signataires. Ainsi, il est interdit de forcer quelqu'un à quoi que ce soit sans un accord contractuel, même simplement de lui toucher l'épaule. Il n'est pas nécessaire de prouver l'effet néfaste d'une action du moment qu'elle a été réalisée sans accord. Dans la vie quotidienne, la souveraineté du corps se manifeste par exemple par l'absence d'obligation à l'action. Par exemple, si quelqu'un se noie ou se blesse devant quelqu'un, ce dernier n'est absolument pas tenu de lui prêter assistance au nom de cette souveraineté.
Là où cela devient intéressant, c'est que la vision libertarienne considère que toutes les lois appliquées au corps sont des règles de la propriété en général. Aussi, une maison est une propriété. Elle peut se vendre par le biais d'un contrat de vente, se louer, etc. Cependant, comme tout un chacun n'a de compte à rendre à personne en regard de ce qu'il fait de son corps, il n'en a pas non plus quand il s'agit de ce qu'il fait de sa maison. Ainsi, selon cette logique, si cette maison est un restaurant, son propriétaire a le droit de filtrer qui y rentre et tout contrevenant, même s'il ne cause pas de dégâts, est en infraction. Dans cette vision de la société, l'État n'a aucune fonction si ce n'est celle de fournir un service d'ordre et de justice contre lequel il peut demander une juste rétribution. Cependant, le libertarisme est absolument contre l'idée de taxation. Ça s'apparente à du vol puisque ce n'est pas un contrat d'accord mutuel, mais une obligation. Dans cette même logique, l'impôt sur le revenu s'apparente à de l'esclavage, car une partie du temps travaillé l'est pour l'État et non pour soi-même. Le libertarisme est donc largement considéré comme de droite. Au-delà de ça, et comme pour le libéral égalitarisme, c'est une vision compatible avec le libéralisme classique. Ces deux variations sont des exemples parmi d'autres, et ils n'ont jamais véritablement eu l'occasion de prouver, ou non, qu'ils fonctionnaient dans un cadre autre que théorique. Tous deux subissent un grand nombre de controverses, de paradoxes et demeurent incomplets. Pourtant, ils illustrent parfaitement la plasticité de la notion de libéralisme. L'application littérale d'une doctrine libérale n'a donc jamais été tentée. Cela demanderait des changements de fond dans notre société pour un résultat trop incertain. C'est une philosophie politique, économique et sociale riche et dense à laquelle on peut rapprocher des idées traditionnellement de droite autant que de gauche. Mais dans les deux cas, personne n'est peut-être prêt à voir une société dirigée par ces principes émerger. Certains pays s'inspirent grandement de ces idées, c'est notamment le cas du Danemark et de la Suisse, mais cela reste des politiques libérales appliquées à un système capitaliste. Il ne s'agit donc pas d'un réel système libéral. Merci d'avoir regardé cette première vidéo d'une série sur les systèmes politiques. Les suivantes parleront notamment du communisme et de l'anarchisme, et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner.